Les piétons seraient-ils en danger de mort en Guadeloupe? Une mamie de 84 ans est décédée après avoir été percutée de plein fouet par une voiture alors qu'elle traversait la rue samedi à Baïf. L'enquête de Patrick Curie et de Moïse Dexter. Dégradation des conditions de travail, arrêt des chantiers pour impayés. Les anciens salariés de la Générale des Eaux menacent la Guadeloupe d'un mouvement qui pourrait la priver d'eau. Le reportage de Karen Diamin et de Patrick Curie. Et les jeunes se préparent à prendre le pouvoir. Le conseil municipal des jeunes des Abîmes présentait ses projets pour 2016. Une dizaine d'actions destinées à animer le territoire. Vous verrez dans ce reportage que le talent n'attend pas le nombre des années. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons tourner ensemble les pages de l'actualité de ce lundi 15 février. Alors qu'elle s'apprêtait à faire ses courses, comme à l'accoutumée, Rosette Lamaille, 84 ans, a été fauchée et tuée par une voiture samedi dernier sur le boulevard de Baïf. Nos reporters sont retournés sur place pour comprendre les raisons de cet accident fatal. Patrick Curie, Moïse Dexter. C'est sur ce passage piéton que Rosette Lamaille a été percutée par un véhicule. Elle succombera à ses blessures lors de son transfert en hélicoptère vers le CHU de Pointe-à-Pitre. Son fils nous raconte cette tragédie. Le malheur s'est emparé d'elle en descendant acheter sa viande et en traversant pour aller le truc de légumes là, où on vend les légumes. Elle s'est fait faucher sur le passage piéton par un individu qui arrivait probablement à vive allure. Je me suis précipité sur les lieux de l'accident et quand je suis arrivé, elle était déjà en bof. Les pompiers, le SAMU étaient déjà sur les lieux pour lui prédire les premiers soins. Et elle était allongée par terre, elle avait déjà perdu du sang. La voiture qui l'a fauchée était à proximité du passage piéton. Ma mère a été projetée par la voiture et sa tête a touché le bord du trottoir. Femme dynamique, travailleuse, la disparition de Rosette, aussi tragique que brutale, laisse ses proches et amis dans un grand désarroi. C'était une dame qui était très bien, très bien. Lorsque j'ai appris l'accident, ça m'a fait quelque chose. J'ai appris qu'elle était décédée, ça m'a fait quelque chose, croyez-moi. J'en ai déjà parlé aux autres membres du club et nous ferons ce qu'il y a lieu de faire. C'est un véritable problème que nous rencontrons aujourd'hui, ce problème de circulation routière en Guadeloupe. Il va falloir que tout un chacun comprenne qu'il y a lieu de respecter la réglementation en vigueur. Et tant que nous ne le comprendrons pas, il va y avoir des cas comme cela, des accidents mortels et qui font pleurer des familles. Alors Rosette, c'était une madame, il n'était pas combiné pour nous. Il était qu'à parler franchement, c'est un bon vivant. Et en centre socioculturel, là, il était qu'à faire l'entretien. Mais son madame était méthodique, organisée, il n'était pas qu'à jouer en travail, il n'était pas qu'à détruire. Et ça a été bon éveil. De toute façon, il était qu'à parler avec eux, il était qu'à faire vrai, il faut respecter le lieu à travail. Et c'est un monde qui a apporté bon manœuvre. Agent communal de profession, elle a reçu la médaille du travail de la mairie de Baïf. On savait quand elle passait, on savait quand elle arrivait et on savait quand elle était passée. C'est une grande dame, c'est une personne âgée, c'est une mamie, mais pour moi, je considère qu'elle était une grande amie. Malgré son grand âge, c'était une amie parce qu'elle était naturelle. Et c'est vrai que chaque samedi, Rosette descendait chercher son bouquet à soupe. Elle descendait faire ses courses à pied, elle arrivait jusqu'à la zone, elle revenait à ma permanence, me dit bonjour. 5 minutes, 10 minutes, elle me dit bonjour, et puis elle a fini, elle rentre chez elle. Et c'est ainsi aussi qu'elle a perdu sa vie samedi. Les circonstances exactes de l'accident restent encore à définir. Elle laisse une famille de 16 enfants dans la plus grande tristesse. Et ce drame relance le débat sur la sécurité des piétons. La préfecture, avec la cellule départementale de la sécurité routière, de la direction de l'environnement et de l'aménagement et du logement, la DIL, organise dès demain une opération de sensibilisation à une plus grande visibilité des usagers vulnérables de la route. Les piétons sont-ils particulièrement en danger chez nous? Patrick Curie a recueilli vos avis. Non, rien n'est respecté parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, les automobilistes ne respectent rien.
Il y a trop de victimes, déjà trop de morts sur les routes de Guadeloupe aujourd'hui. C'est les automobilistes qui ne font pas attention aux usagers. Donc, Pourquoi? je dirais manque d'attention. Manque d'attention, quand ils sont tout le temps prioritaires, ils nous oublient des fois. Je constate que les trottoirs sont toujours remplis avec des voitures, donc on ne peut pas. Il y a des difficultés déjà pour le stationnement, donc les voitures prennent la place des piétons. Une fois que le piéton s'est déjà engagé à traverser, l'automobiliste est tenu de s'arrêter. Mais on constate que ce n'est pas le cas. La plupart du temps, l'automobiliste traverse déjà et quelquefois on a l'impression que le chauffeur fonce sur vous. Et puis il y a des fois aussi, je lance un appel aux autorités, ils devraient aussi penser à signaler, parce que quelquefois la bande n'est pas assez signalée. Tu vois, la peinture, c'est déjà très très pâle. Non, le piéton n'est pas en sécurité parce que quand il y a un voiture qui est arrêté, l'autre traverse. Alors le piéton n'est pas en sécurité. Moi, quand j'ai traversé vendredi, d'abord une voiture arrêtée et l'autre est traversée. Et moi, je restais debout. Mais à ce moment-là, j'étais peur parce que je suis une femme malade. Et donc, j'ai rien. Maman, il faut rien. Les représentants de l'UNSA Industrie sont en colère. Les conditions de transfert des salariés de la Générale des Eaux de Guadeloupe vers le SIAG ne seraient pas respectées. Une situation qui pourrait conduire à une rupture d'approvisionnement en eau potable. Lynn Trabon-Sinapa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la nouvelle présidente de l'Association des usagers de Guadeloupe. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je vous propose d'abord de regarder le reportage de la colère justement des anciens salariés de la Générale des Eaux. Un reportage signé Karen Diama. Préoccupé par le sort des 120 salariés transférés de la Générale des Eaux vers le SIAG, l'UNSA Industrie attire aujourd'hui l'attention sur ce qu'elle appelle le non-respect de la législation qui soit conforme au Code du travail en cas de transfert du privé au public. Normalement, quand on fait un transfert de salariés, il y a un comité d'entreprise dans une grande entreprise comme la Générale des Eaux. Donc cette entreprise a des membres représentants du personnel auxquels on doit faire part d'une information qui s'appelle une information consultation. Mais lorsque nous avons créé notre section syndicale, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas de document concret qui présentait les conditions dans lesquelles les salariés auraient été transférés de la Générale des Eaux au SIAG. Et maintenant, les salariés qui sont au SIAG se retrouvent dans un flou artistique pour lequel aucune réponse leur est donnée depuis plusieurs mois. Des réponses qui auraient sans doute pu être apportées par le président du SIAG, mais qui tardent à venir. Au niveau du SIAG, il est question que le représentant du SIAG puisse répondre aux sollicitations des syndicats. Donc l'UNSA mettra tout en œuvre pour que l'ensemble des salariés du SIAG, qui sont actuellement du SIAG, retrouvent leurs droits et demandent que les choses se déroulent dans le respect des procédures. Il avait été dit qu'il y a un délai de 15 mois pour pouvoir faire des échanges entre les anciens salariés de la Générale des Eaux et ceux qui deviendront des salariés du SIAG. Ces 15 mois sont en train de défiler et absolument rien ne se fait. Et des solutions, l'UNSA en propose. Il est nécessaire que des experts soient désignés pour que l'on sache exactement quels sont les tenants et les aboutissants de la Générale des Eaux d'une part, du SIAG d'autre part. Et quand on parle d'entité future qui va se mettre en place, pour le coup, là, je crois que ce n'est même pas la peine d'y penser pour le moment, parce que les salariés n'étant pas et ne sachant pas dans quelle direction ils vont, en aucun cas, ils ne pourront commencer à travailler dans une nouvelle entité sans avoir de fait et avoir négocié les conditions dans lesquelles ils vont aller dans la nouvelle entité, puisque celle qu'ils viennent de rejoindre n'est même pas encore établie. Avec une dernière rencontre en juillet dernier et une échéance à mars 2016 pour d'éventuelles discussions, le transfert qui avait causé tant de remous au début de l'année 2015 est sur le point de recréer un conflit majeur préjudiciable à l'économie.
Lynn Trabon-Sinapa, votre réaction par rapport à ce conflit, cette impasse au niveau des anciens salariés de la Générale des Eaux? Très bien, une réaction immédiate pour dire que finalement, c'est encore en rajouter à cette liste noire qui affecte notre eau. Mais je voudrais en préliminaire vous remercier ATV de nous accorder ce temps de parole pour faire connaître à l'ensemble des usagers notre association qui est toute nouvelle, cette structure qui vient d'être créée et qui se donne pour vocation effectivement de représenter l'ensemble des usagers sur l'ensemble de la Guadeloupe, dépendances comprises. Pourquoi avoir créé cette association? Il existe déjà celle qui est pilotée par Germain Parent. Elle ne suffit pas, elle ne serait pas suffisamment efficace pour défendre les intérêts des usagers de la Guadeloupe? Alors écoutez, nous ne sommes pas là, si vous voulez, pour juger de l'efficacité ou pas d'une telle structure existante. Nous, notre souci est de pouvoir effectivement représenter l'ensemble des usagers. C'est une des priorités pour nous. Vous êtes parti d'un constat? Nous partons de constat qui est effectivement que les usagers sont encore mécontents. Lorsqu'on écoute les répondeurs sur nos radios locales et que nous sommes déjà sur le terrain et d'ailleurs je remercie tous les usagers qui reconnaissent le bien fondé de notre démarche. Pour tout vous dire, depuis 2 ou 3 jours où l'information passe sur les médias, nous recevons énormément d'appels qui nous félicitent et qui nous encouragent dans ce sens. Donc, cet aspect, on peut dire, de non-représentativité des usagers est un aspect problématique sérieux à prendre en compte. Et donc, nous sommes là aujourd'hui pour précisément défendre ce volet. Vous avez d'ailleurs demandé une audience au préfet ainsi qu'aux acteurs de l'eau. Avez-vous déjà eu un retour? Alors, nous avons effectivement sollicité les acteurs, on peut dire institutionnels de l'eau, précisément pour que notre souci principal, c'est l'information en fait. Il y a une telle opacité sur le dossier de l'eau, on n'y comprend rien. Et quand on voit le reportage pour ceux qui sont dedans, à qui tout échappe, il n'est pas normal, si vous voulez, qu'il y ait un transfert de compétences et que les principaux intéressés et concernés ne soient pas au courant. Il s'agit quand même de travailleurs, il s'agit de parler de travail, et donc c'est un aspect important. Donc nous aussi, les usagers, nous nous plaignons de cette espèce d'opacité, de non-information, de non-communication, de non-consultation envers nous, tout simplement. Vous avez tenu votre première assemblée samedi dernier à la salle Rimina Souta de Pointe-à-Pitre. Quels sont vos projets? Sur quelle action? Qu'est-ce que vous voulez mener comme action de façon concrète pour que les usagers de la Guadeloupe aient de l'eau de façon constante chez eux? Alors donc, notre cheval de bataille sera l'intégration, la réhabilitation des usagers dans le circuit. Ça va être une de nos priorités. Nous allons nous battre jusqu'au bout. Nous sommes déterminés pour ce combat. Si vous voulez, il n'est pas normal que l'usager ne soit pas présent dans ce circuit de l'eau. Il y a des instances qui sont prévues pour, ils doivent être représentés. Alors, le problème des usagers, ce qui est constant qu'on retrouve sur le terrain dans les 4 coins de la Guadeloupe, c'est l'approvisionnement en eau et les problèmes de surfacturation. Donc, à notre association, nous sommes accompagnés de l'association des consommateurs qui pourra prendre en charge cet aspect défense consumériste. Mais nous allons plus loin. Nous voulons aller dans la construction de ce grand chantier de l'eau. D'ailleurs, si on tient compte des schémas directeurs, la place de l'usager est prévue. Est-ce que vous rejoignez Germain Parent qui veut se battre également pour l'idée d'un prix unique de l'eau en Guadeloupe? Mais nous pensons que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il nous faut effectivement avoir tous les éléments en main et nous comptons précisément sur les commissions que nous avons actées pour aller vers les acteurs de l'eau, vers les prestataires de l'eau, vers les syndicats de l'eau, vers la multiplicité, la pléthorisation de ces instances institutionnelles de l'eau qui servent à quoi, nous ne savons pas. Entre le comité de l'eau, le bassin de l'eau, l'office de l'eau, les intercommunalités, les régies communales, l'usager se perd. Donc nous savons très bien quand il y a une multiplicité d'intervenants sur le parcours, sur le réseau de l'eau, c'est en bout de chaîne l'usager qui paye. Donc notre souci principal sera d'aller effectivement interroger nos acteurs de l'eau pour que les communications soient nous faites sur les rapports, les bilans, les études, l'existant,
les études techniques, mais aussi les études financières concernant ce nouveau syndicat de l'eau, sous quelle base, sous quelle étude, avec quels moyens, quel budget, quelle régie, autant de préoccupations qui nous concernent, nous usagers. Donc vous voyez, à notre association, nous ne défendons pas seulement la facture excessive, nous voulons vraiment être acteurs de ce chantier, prendre part à ce grand chantier de l'eau, comme ça se passe ailleurs. Il n'y a aucune raison que nous ne soyons pas reconnus comme acteurs associatifs. Lynn Trabon-Sinapa, merci d'avoir accepté notre Très invitation. bien, je vous remercie infiniment. En Martinique, les pompiers étaient mobilisés aujourd'hui. Ils ont bloqué l'autoroute entre le pont de Californie et Châteauboeuf au Lamentin, créant ainsi d'énormes ralentissements. Les professionnels du feu réclament plus de moyens financiers. Certaines municipalités ne régleraient pas leurs redevances, un non-paiement qui aurait de lourdes conséquences sur leur quotidien. Reportage Frédéric Mazy, d'ATV Martinique. Des kilomètres de bouchons, pare-choc contre pare-choc, difficile de garder son calme. Mais ça va un moment le total. Les pompiers bloquent l'autoroute pour se faire entendre ce matin. Ils réclament plus de moyens financiers pour assurer sereinement la sécurité des Martiniquais. Un discours entendu malgré les embouteillages dus à la mobilisation. Je peux comprendre, mais c'est vrai que ce matin, c'était un petit peu insupportable. Depuis 6h15, je suis partie du Saint-Esprit. Il est quoi? 9h moins le quart. Vous comprenez? Mais je peux les comprendre. C'est la merde complète. On a 3 heures de retard sur le travail, c'est trop bien. Je comprends, pas de problème. Au côté, j'ai des soutiens. 170 soldats du feu ont manifesté, toutes les casernes de l'île étaient représentées, elles pâtissent toutes du manque de budget. La population ne voit pas les pompiers arriver, ils se demandent pourquoi il y a autant de retard. Le retard est dû essentiellement au manque de moyens financiers. Donc il est vrai que l'effort doit être porté sur ces moyens pour donner au SDIS Martinique toute l'amplitude de pouvoir faire le nécessaire. Investissement sur les véhicules, investissement sur le personnel, recrutement des SPA, recrutement de certains sapeurs-pompiers volontaires pour étoffer l'effectif des sapeurs-pompiers en Martinique. Direction ensuite le Marin, une municipalité qui ne paierait pas ses cotisations au service départemental d'incendie et de secours. La commune du Marin est le deuxième mauvais payeur. Ils doivent à peu près 800 000 €. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec 800 000 €? Dans le hall, les revendications sont reprises en chœur. Le maire Rodolphe Désiré absent, c'est le directeur général des services qui prend la parole. Nous ne méconnaissons pas le fait qu'il y ait une créance. Ce que nous revendiquons, c'est que cette créance a fait l'objet de moratoire en mars 2014, que ce moratoire est tenu jusqu'à la date d'aujourd'hui, et donc il n'y a pas lieu, si vous voulez, de stigmatiser la ville du Marin comme étant responsable des difficultés du SDIS que je ne connais pas par ailleurs. Les mobilisations des pompiers portent leurs fruits. Les mairies de Fort-de-France et de Saint-Pierre se sont déjà engagées à régler leurs cotisations. Certains départements qui doivent rembourser aux caisses d'allocation familiale les avances consenties pour le paiement du RSA ont des difficultés à assurer ce rôle. Jean-Louis de Roussen, dans un courrier au Premier ministre, craignait que les finances de la sécurité sociale ne soient mises en difficulté par ces défaillances départementales. En Guadeloupe, c'est un véritable bon point que la CAF attribue au conseil départemental qui honore tous ses engagements en la matière. Les explications de Sylviane Cancel, agent comptable à la CAF, face à la caméra de Loïs Ignace et de Linda Kayarzi. Il y a beaucoup de conseils départementaux qui rencontrent actuellement, il ne faut pas le nier, d'importantes difficultés pour honorer les paiements d'acompte qui leur sont demandés par les caisses d'allocation familiale. On n'a pas à déplorer pour le conseil départemental de la Guadeloupe ce type de difficultés. Si je remonte à l'année 2015, au 31 décembre 2015, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons demandé au conseil départemental de nous verser plus de 243 millions d'euros d'acompte pour honorer les prestations que nous avons versées aux ressortissants de la Guadeloupe. Le nombre d'allocataires qui ont perçu le RSA au titre de l'année du mois de décembre 2015, on dénombre quand même plus de 38 300 personnes qui ont perçu cette prestation. Et à savoir également que les acomptes que nous demandons au conseil départemental de nous verser au mois le mois tournent autour de entre 20 et 21 millions d'euros chaque mois.
lorsque nous avons versé, par exemple, je prends un exemple, au titre du mois de janvier, nous savons que nous devons verser un montant X aux 38 000 et un petit peu plus d'allocataires. Eh bien, sur la base de ce que nous allons verser, nous demandons au conseil départemental de nous verser ce qu'on appelle un acompte. Et cet acompte est toujours calculé par rapport au mois précédent. Et nous donnons environ un mois au conseil départemental pour pouvoir nous virer cette somme sur notre compte financier. Et puisque nous versons en général les prestations autour du 5 du mois suivant, eh bien, avant le 5 du mois, le conseil départemental doit nous verser cette somme pour que nous puissions tout simplement honorer les prestations du mois concerné. Son rappel était obligatoire tous les 10 ans depuis 1967. Désormais, une seule injection suffit. Le vaccin contre la fièvre jaune sera efficace à vie, selon l'Organisation mondiale de la santé. Ainsi, depuis le 1er février, l'obligation de renouvellement a donc été supprimée pour le monde entier. Plus besoin donc de ce passeport pour se rendre en Guyane. Les explications avec Jonathan Lariot, d'ATV Guyane. Ici, dans le cabinet du docteur Vélez, plus d'une centaine de personnes défilent tous les jours pour des vaccinations. Aujourd'hui, c'est au tour de José. Arrivé sur le territoire il y a 2 semaines, il est venu prendre son vaccin contre la fièvre jaune. Il n'était pas vacciné contre la fièvre jaune. Ça veut dire c'est primo arrivant. Donc, en ce cas-là, on doit vacciner contre la fièvre jaune parce qu'il jamais il a reçu le vaccin contre la fièvre jaune. Si pour José ce vaccin est obligatoire, ce n'est pas le cas de Marie. Déjà vaccinée contre la fièvre jaune, c'est en venant sur place qu'elle apprend que la piqûre de rappel n'est plus obligatoire. Il n'y aura plus de rappel pour les personnes qui ont déjà été vaccinées au moins une fois. Donc, si vous partez vers la métropole, il n'y a pas plus besoin de rappel. Là, moi, je pars en Haïti. En Haïti aussi. Une décision prise par l'Organisation mondiale de la santé et approuvée par la France. Les personnes vaccinées contre la maladie après l'âge de 2 ans sont désormais considérées comme protégées à vie. C'est une décision qui a mis du temps parce que justement, c'est tous les pays au monde qui sont concernés par la fièvre jaune et comme vous le savez, il y en a quand même beaucoup, en particulier en Afrique, également en Amérique latine. Il faut que ce soit une décision prise par tous les pays membres. Voilà, parce qu'il y a des études qui ont été faites au niveau international et qui ont montré que le vaccin contre la fièvre jaune est un vaccin particulièrement efficace. Ce qui fait qu'il confère une immunité contre la fièvre jaune après une seule injection. Pour l'instant, seule une vingtaine de pays n'ont pas adopté la mention. À partir du mois de juillet de cette année, le vaccin sera considéré comme valable à vie au niveau mondial. Plus aucun pays ne pourra exiger le rappel de celui-ci. Dans un instant, nous assisterons à la première conférence de presse des conseillers juniors de la ville des Abîmes, au cœur des délibérations, des propositions pour la jeunesse, mais également des projets pour la société. Et puis, dernier jour du Salon de la gastronomie des Outre-mer à Paris, la Bête de Rosières présentait la 2e édition de cet événement qui attire de nombreux compatriotes antillais installés dans l'Hexagone. Désormais, tous les dons de sang prélevés aux Antilles feront l'objet d'un dépistage du virus du Zika, une consigne mise en place pour prévenir d'éventuels risques de transmission du virus par transfusion de produits sanguins. Le point avec Yvan Lemar. Depuis le début de l'année, des mesures pour protéger les femmes enceintes ont été prises. Depuis le 4 janvier, les femmes enceintes qui ont besoin de transfusion en Guadeloupe ou en Martinique ne sont transfusées qu'avec des poches issus de la métropole. Avant chaque don, les volontaires sont interrogés lors d'un entretien. Un premier tri est effectué. Pour toutes les maladies infectieuses, en fait, puisqu'on demande au donneur s'il a été malade récemment. Le problème du Zika, c'est que 80% des cas sont asymptomatiques. On doit toujours ajourner une personne qui a eu le Zika depuis moins de 28 jours. Pour chaque don de sang, 5 tubes sont prélevés afin d'effectuer certains dépistages. Un tube supplémentaire sera désormais testé pour celui du Zika. Nous testons en France systématiquement tous les prélèvements qui sont faits
On teste systématiquement le sida, l'hépatite B, l'hépatite C, la syphilis et le HTLV. Ce qui a été mis en place, donc, c'est que tous les dons issus des 2 départements antillais sont testés à partir d'aujourd'hui. Donc on prélève un tube supplémentaire et ce tube va être envoyé à notre laboratoire expert qui se situe à Marseille, laboratoire expert de l'EFS. Avec cette nouvelle procédure, le délai de mise à disposition des produits sanguins sera prolongé. Le délai de mise à disposition des produits à l'heure actuelle, enfin avant le dépistage du Zika, était de 72 heures, puisque nous avons une quarantaine de 72 heures à cause du risque dengue qui persiste quand même dans l'arc antillais, également le risque chikungunya qui persiste dans l'arc antillais. Donc une quarantaine de 72 heures systématiques. Bien évidemment, le dépistage, donc l'envoi des tubes sur Marseille, va rallonger, je pense, d'environ 48 heures le délai de mise à disposition des produits. En 2015, 7900 poches de sang ont été prélevées en Guadeloupe. Les conseillers juniors de la ville des Abîmes ont donné leur première conférence de presse vendredi dernier à l'hôtel de ville. L'occasion de présenter leur programme pour 2016. Karine Diama et Patrick Curie y étaient également. Ce projet s'organise sur 2 phases. La première phase, c'est... Être jeune et investi des problématiques d'une société parfois changeante peut s'avérer chose compliquée, mais pas pour les jeunes du conseil municipal des Abîmes. Nous sommes des jeunes, nous n'avons pas peut-être l'expérience sur tout ce qui est administratif au niveau de la réalisation des projets. Donc nous travaillons sur cela et donc ce n'est pas un projet, ce n'est pas un conseil utopique ou un conseil qui servirait plus de, excusez-moi du terme, mais pantin. Nous avons vraiment un rôle, une fonction. Nous portons quand même une écharpe, ce qui a la signification quand même assez symbolique de la République. Et donc nous sommes des modèles pour une jeunesse qui sait encore porter des projets. Et des projets, Naïma et ses adjoints en ont plein les poches. Comme vous avez vu, c'est beaucoup de projets qui sont axés sur la sensibilisation, sur l'éducation, la prévention, à travers les dangers, par exemple, sexuellement transmissibles, faits par la communication de M. Faroui et la communication de Galétan. Nous avons aussi un projet axé sur l'environnement, car il est vrai que le développement durable est un thème phare de notre année en lui-même, car l'environnement est essentiellement primordial. Il y a mon projet aussi qui permet une meilleure structuration du conseil municipal des jeunes en lui-même et un meilleur encadrement par la formation lors d'un séminaire et aussi un congrès qui aura lieu par la suite qui permettra bien sûr de pouvoir, qui permettra non seulement de pouvoir échanger des idées, mais ce congrès aura pour but essentiel d'aboutir à un projet qui servira non seulement au développement du conseil municipal en lui-même, mais aussi à toute la Guadeloupe. Donc vous voyez que le conseil municipal des jeunes est toujours actif et que nous avons beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Et avec le soutien du conseil diligenté par Éric Jalton, les projets du conseil municipal des jeunes des Abîmes auront toutes les chances d'aboutir. À Paris se tenait le salon de la gastronomie d'outre-mer au parc de la Villette. C'est la 2e édition de cette manifestation créée par Babette de Rosière. Son objectif, faire du patrimoine culinaire de nos régions un atout touristique. Si en termes d'entrée, le succès était au rendez-vous, le public, lui, était plutôt communautaire. Peu d'hexagonaux avaient fait le déplacement. Éric Dupuis, d'ATV Paris. C'est la sortie du week-end pour les Antillais de Paris. Depuis vendredi soir, ce stand guyanais ne désemplit pas. À cette table, par exemple, des originaires de la Guadeloupe. Une façon de découvrir la gastronomie des autres îles de la Caraïbe. Et puis on est très gourmand, on va être honnête, on aime bien manger, on aime bien boire, donc c'est vraiment l'occasion idéale. Il y a aussi ceux qui en profitent pour faire le plein de produits, par exemple le quoi, très rare et donc très précieux ici. Non, il n'y en a pas. Sur Paris, il n'y en a pas. Et puis il y a le plat à emporter pour le savourer à la maison, comme si on était au pays. J'ai pris du nasi et du Mont Blanc. C'est des produits que vous ne pouvez pas trouver habituellement à Paris ou pas ? Difficilement. Finalement, le public de ce salon est majoritairement originaire des Antilles ou de la Guyane. Il retrouve ici ses racines gustatives
quelque peu délaissés. Dans notre quotidien, on oublie un petit peu tous ces trucs-là et on passe à la cuisine un peu rapide pendant la semaine. Et du coup, revoir tous ces bons produits de chez nous, ça nous fait plaisir. Parmi le public aussi, des professionnels de la restauration qui viennent prendre de l'inspiration. Voir s'il y a d'autres produits pour lesquels je peux décliner moi-même pour en fabriquer. Pour cette deuxième édition, 80 exposants étaient au rendez-vous. Le nombre d'entrées devrait largement dépasser les 15 000 de l'an dernier. C'est la fin de notre édition locale et régionale, mais tout de suite l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de BFM. Les agriculteurs ont manifesté dans toute la France, étant étranglés par la chute des cours. Ils réclament entre autres des meilleurs prix d'achat de leurs produits. Et puis Jean-François Copé se porte candidat à la primaire à droite. Il devient ainsi le 7e candidat officiel du parti Les Républicains. Mais à culpa pour Serge Aurier, le défenseur du PSG mis à pied après la diffusion d'une vidéo où il insulte son entraîneur, revient sur ses propos et présente ses excuses. Asphyxiés par la chute des prix, les agriculteurs se sont mobilisés un peu partout en France. À Vannes, ils ont bloqué la circulation avec leurs tracteurs, tandis qu'à Bruxelles, les ministres de l'agriculture des différents pays discutaient du sauvetage de la filière agricole. Si nous nous trouvons à l'un de ces points de blocage, l'un des 5 principaux points de blocage de la ville, plusieurs dizaines d'agriculteurs sont réunis ici. Ils bloquent la circulation à l'aide des tracteurs. Au total, une centaine de tracteurs ont été déployés. 250 agriculteurs sont mobilisés. Et nous sommes justement avec le président de la FRSEA. Monsieur Coué, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire pression à l'occasion du Conseil européen qui se tient aujourd'hui. Tout à fait, c'est de faire pression sur le Conseil européen pour qu'enfin on ait des dispositions prises au niveau agricole, notamment les seuils, remonter les seuils d'intervention, etc., qu'on donne aujourd'hui un sens aussi à la politique agricole commune. L'une de vos principales revendications, c'est notamment une uniformisation des normes au niveau européen. Oui, évidemment, l'uniformisation, mais ça dépend bien des pays membres, où nous, ce qu'on demande en France, c'est de ne pas surenchérir sur les normes européennes. Alors, ces agriculteurs ici demandent notamment une augmentation de leur rémunération. Quelle est leur situation concrètement aujourd'hui à ces agriculteurs ? Bon, écoutez, lorsque vous avez des productions comme le porc par exemple, où on a des pertes de 5 à 6 000 euros par semaine, c'est la misère. Après, le lait, c'est à peu près 4 à 500 euros par semaine. Donc vous voyez, ça ne peut pas durer comme ça des lustres, c'est impossible. François Hollande a fait des promesses, notamment jeudi, il a promis des actions qui seront menées par le gouvernement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça bouge quand même pour vous ? Bah écoutez, ça fait longtemps que les actions sont menées. Oui, évidemment, on a eu le 3 septembre où on a eu des promesses. Après, on a bien senti aussi un mou dans le genou du gouvernement. Donc aujourd'hui, on attend vraiment que ce gouvernement se bouge. Et puis ce nouveau gouvernement, il faut quand même le noter. Et on attend vraiment du ministre aussi qu'il se batte à Bruxelles, comme le président de la République, pour réhabiliter vraiment et redonner du sens à une politique agricole commune qui ne soit pas simplement une politique de normes au niveau européen, mais qui redonne du sens économique à l'ensemble des agriculteurs. Et ces agriculteurs nous l'ont dit, ils vont rester mobilisés, ils sont déterminés, ils vont se mobiliser aujourd'hui jusqu'à la fin d'après-midi et ils recommenceront de nouvelles actions, notamment mercredi à Rennes s'il le faut. À 9 mois de la primaire du Parti Les Républicains, la liste des candidatures ne cesse de s'allonger. Dimanche, c'est Jean-François Copé qui a lancé sa candidature aux 20h de France 2, devenant ainsi le 7e candidat officiel du parti. Il comptait se donner quelques semaines de plus, mais a décidé de se lancer dès maintenant dans la course à la primaire. Après un silence médiatique de plusieurs mois, Jean-François Copé est le 7e candidat déclaré. Lorsqu'on a derrière soi 20 ans d'engagement concret, on a acquis sans doute la maturité pour proposer un projet qui tienne compte du malaise français et de la manière d'y répondre. Jean-François Copé n'est plus inquiété dans l'affaire Big Malion. Les juges ont décidé de ne pas le mettre en examen. L'ancien secrétaire général de l'UMP lors de la campagne de 2012 clame encore son innocence. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que si j'en avais été informé,
j'aurais fait arrêter ça immédiatement. Donc vous ne saviez rien? Bien sûr que je savais rien. Même s'il s'en défend, Jean-François Copé espère sans doute compliquer la route de Nicolas Sarkozy, éternel rival. C'est plutôt à lui qui va prendre des voix et c'est à mettre sur le compte de l'affaire Big Malion. Et je crois qu'il n'a pas tellement apprécié aussi Jean-François Copé que son livre soit parasité par la sortie peut-être plus rapide que prévu aussi du livre de Nicolas Sarkozy. La primaire des Républicains aura lieu le 20 novembre prochain avec si nécessaire un second tour. La date limite pour les candidatures est fixée au 9 septembre. Au cœur de la polémique pour une vidéo dans laquelle on peut notamment l'entendre insulter Laurent Blanc, son entraîneur, Serge Aurier a été mis à pied à titre conservatoire par le PSG ce dimanche, en exclusivité pour nos confrères de RMC Sport. Le latéral droit ivoirien s'est expliqué, on l'écoute. C'était une vidéo qui aujourd'hui a fait qui a pris une proportion énorme. À la base, c'était avec mon ami d'enfance avec qui je rigolais. Et puis aujourd'hui, voilà, je suis pas très fier de ce qui se passe en ce moment, parce que j'ai mis le club un peu en péril. On a un match important qui arrive. Je pense que cette vidéo n'a pas lieu d'être et je suis sincèrement désolé. Et si je suis aujourd'hui devant vos caméras, c'est grave. Donc je suis venu m'excuser auprès du coach, de mes coéquipiers et tous les représentants du club. Je pense qu'aujourd'hui c'est important de le faire, parce que voilà, je suis impardonnable sur tout ce qui est en train de se produire en ce moment. Voilà, donc je suis là pour ça, et puis sincèrement c'est quelque chose qui me fait vraiment mal. D'abord, je tiens à m'excuser auprès du coach. Je pense que je lui dois beaucoup pour tout ce qu'il a fait pour moi depuis mon arrivée ici au Paris Saint-Germain. Il m'a voulu dans cette équipe-là, et aujourd'hui, je suis content d'être un élément important de l'effectif, justement. Je suis vraiment déçu de ça. Après, je m'excuse aussi auprès de mes coéquipiers et les gens du club, notamment les supporters. Je pense que c'est quelque chose qui doit pas arriver à un moment important dans la saison, un match qu'on a préparé depuis des mois et des mois. Voilà, aujourd'hui, je veux pas, on va dire, plomber cette concentration. Je veux juste que tout le monde se concentre sur ce match qui est très important pour nous. Le problème aujourd'hui, c'est moi. J'espère vraiment que ça plombera pas on va dire, l'atmosphère et l'ambiance de l'équipe. C'est un truc que je vais essayer de régler, et c'est pour ça que je suis là, pour vraiment m'excuser auprès de tout le monde, et puis voilà. Vous acceptez ces sanctions? Bien sûr, je pense qu'elles sont totalement justifiées. J'ai fait une grosse bêtise et quelque chose d'impardonnable, donc j'assume toutes les sanctions qui seront à mon égard. Mais en tout cas, voilà, je tiens sincèrement à m'excuser auprès du coach, auprès de tous mes partenaires et les représentants du club, notamment le président et les supporters, et puis voilà, j'espère qu'on fera un bon résultat mardi. Je suis quelqu'un d'affectif à la base, donc j'aime pas trop qu'on s'acharne sur moi. J'ai vu les proportions que ça a pris aujourd'hui. Voilà, ça me fait un petit peu mal, parce que j'aurais préféré que ça se passe autrement. J'aurais préféré participer à l'aventure de ce groupe qui attend ce match depuis très longtemps. Mais bon, voilà, aujourd'hui, je vais juste apporter mon soutien. C'est tout. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas grand chose à dire, à part que je suis vraiment désolé. Et puis, le plus important, c'est le match et pas moi. Merci d'avoir tourné avec nous les pages de l'actualité régionale et nationale de ce lundi 15 février. Dans un instant, question directe présentée par Eddy Planté.